Donc bonsoir, merci à tous d'être venus. Donc nous allons, sous un temps qui était assez pluvieux mais qui n'aura pu s'être arrêté, finir donc, ce week-end des Journées nationales de l'archéologie, où enfin nous avons pu reprendre nos activités après une année assez particulière. Et donc je pense que tout le monde était très heureux de pouvoir retrouver le terrain et le site décrassé après une année assez frustrante où on a été privé de fouilles. Tout d'abord, donc, nous allons justement, comme vous avez pu voir, donc l'année dernière, nous n'avons pas pu faire les fouilles. Pourtant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas été inactifs. Et donc, Raphaël et Stéphanie ont mis à contribution peut-être ce temps de pause qui nous a été imposé pour pouvoir faire notamment de nombreuses études et pouvoir reprendre une grande partie des données des années précédentes. Alors, qu'est-ce que justement le sujet de cette conférence, qu'est-ce que vont nous apporter ces données? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus pour la compréhension et la connaissance du site? Et d'une manière générale, qu'est-ce que fait un archéologue quand il n'est pas sur le terrain et quand il se trouve dans son bureau? Et donc il y a un aspect de l'archéologie qui est important et qui est encore méconnu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Raphaël Durost et Stéphanie Desbrosses de Gaubertière, s'il y en a dans la salle, je pense que vous commencez à avoir l'habitude de les écouter chaque année. Donc Raphaël Durost est plutôt spécialiste de la période gallo-romaine et notamment des agglomérations secondaires de l'Antiquité, de manière générale. Et donc notamment du petit mobilier métallique, si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Ça, c'est Michel. Donc, et Stéphanie Desbrosses de Gaubertière, donc, est spécialiste d'anthropologie et notamment du Haut Moyen-Âge, donc tout à fait sur le site. Également, avant de commencer cette conférence, je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont impliqués dans le cadre des JNA et qui ont notamment permis la réussite chaque année de cet événement. Je pense notamment à l'association Archéolona qui répond toujours présent, qui est toujours là. Donc les nombreux bénévoles donc aussi, qui prennent leur temps aussi pour pouvoir mettre en place toutes les animations qu'on peut voir sur ce week-end. Et ça, je retiens tout particulièrement à les remercier. Et également, je veux aussi remercier les fouilleurs bénévoles aussi qui viennent parfois jusqu'à Saint-Dizier, qui sont là aussi. Parfois dans des conditions qui, cette année, n'ont pas été très simples, notamment ils sont passés d'un orage de grêle à 16 degrés pendant une semaine à une canicule de 32 degrés aussi, donc conditions météorologiques assez rudes. Bon, ça c'est le climat bragard qui est toujours plein de surprises. Et donc voilà, donc il y a toutes ces personnes qui s'impliquent pour faire vivre l'archéologie sur Saint-Dizier. Je voudrais aussi les remercier. Je sais aussi l'année aussi n'a pas été facile forcément pour elles avec toutes les restrictions que nous ont imposées la crise sanitaire. Et elles répondent toujours présentes. Donc ça, c'est vraiment très généreux de leur part. Et je pense qu'on peut également tous les saluer, tous les applaudir. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Raphaël et Stéphanie et on va découvrir qu'est-ce que font les archéologues quand on ne les voit pas. Merci Clément. Donc bonsoir, merci à tous d'être là. Effectivement, on a l'habitude de clôturer ce week-end des Journées européennes de l'archéologie par une conférence sur les résultats de la fouille de l'année précédente. Cette année, nous n'avons pas fouillé en 2020, donc nous ne vous présenterons pas les résultats de la fouille, mais les résultats de la post-fouille. Effectivement, comme vous l'a dit Clément, le travail d'un archéologue, il y a une partie sur le terrain et une partie en post-fouille, et je dirais même une partie de travail en équipe. Vous allez voir qu'on est deux sur le terrain, mais que derrière, on a rassemblé une équipe de spécialistes pour que chacun étudie une partie des vestiges et qu'on puisse avancer dans la compréhension globale en ayant toutes les informations différentes. Pour cela, on va donc vous montrer les résultats qui ont été réalisés en 2020. Petite info que j'avais un petit peu oublié de vous le dire, c'est que la fouille sur le terrain n'a pas eu lieu,
mais la municipalité de Saint-Dizier a maintenu son soutien financier qui a permis notamment de financer des datations radiocarbone, des datations C14. Ils ont aussi financé un contrat pour un étudiant pour 3 mois afin qu'il réalise le dessin mobilier qu'on verra tout à l'heure. Le service régional de l'archéologie a pareillement maintenu son soutien financier, ce qui nous permet en fait de rattraper notre retard. Parce que tous les ans, on sort beaucoup d'informations. Il faut qu'on rende un rapport avant la fin décembre, ce qui fait qu'on essaie de tenir un certain nombre d'objectifs. Moi, à titre individuel, j'essaie que tous les squelettes soient dessinés pour le mois de décembre, qu'on ait un plan. Raphaël, pareil, se tient à essayer de maintenir à jour au minimum son diagramme Strati, mais on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on espère pouvoir faire un peu plus tard, puis au final qui s'accumulent. Et cette année blanche, en fait, nous a permis juste de combler un tout petit peu le retard qui s'accumulait dans les études. Pareillement, l'INRAP, notre institut, a maintenu les jours de recherche. Donc ces jours où d'habitude on passe en partie sur le terrain, là on a pu les consacrer à des études complémentaires qu'on n'a généralement pas le temps de faire. Donc cette année, on vous présentera les études de la céramologie antique, les études numismatiques, archéozoologiques, céramologie médiévale. On a aussi une étape de nettoyage du mobilier métallique, l'étude du mobilier métallique, les datations radiocarbone. On a aussi réalisé la création d'un système d'information géographique. Et enfin, on fera un petit point sur l'étude biologique des squelettes de la campagne 2016. Donc, je laisse la parole à Raphaël qui va commencer par les études concernant l'Antiquité. Alors, oui, comme l'a dit Stéphanie, une fois que la céramique est sortie de terre et lavée, il faut ensuite la confier à un ou une céramologue dont le travail est de reconnaître les formes de la vaisselle présente, parce qu'elle est toujours brisée, et d'en tirer non seulement une datation, mais aussi une origine, de quel atelier provient cette céramique, etc. Donc c'est un lourd travail, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il y a 2 études céramologiques, il y en a une pour l'Antiquité et une pour le Moyen-Âge, parce que ce ne sont pas les 2 mêmes personnes qui le font, parce que c'est difficile pour un cerveau humain d'avoir en tête le catalogue Ikea de la céramique antique et celui de la céramique médiévale. Donc du coup, ils sont obligés de découper le travail. Alors, la céramique antique, en fait, était un des domaines où il y avait le moins de retard. Cependant, Anne-Delors Rahu, qui est une collègue de l'INRAP et qui s'en occupe, a utilisé cette année blanche, on va dire, entre guillemets, pour... un peu arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de nous rendre justement un inventaire de tous les tessons avec leur datation, et puis de prendre un peu de recul pour voir ce qu'elle pouvait en tirer sur la chronologie de la fréquentation de ce site archéologique. Alors c'est assez abstrait, ça donne des choses comme ça, sur lesquelles on ne va pas rester longtemps parce que sinon on va tous rentrer chez nous. C'est en fait des espèces de tableaux où chaque petit rectangle, qu'il soit jaune ou blanc, correspond à une couche de terre, une couche de sédiments, enfin un événement individualisé sur le terrain. Et donc leur succession, leur ordre correspond à la chronologie du site. C'est-à-dire que tout en bas, vous avez donc le terrain naturel qui lui est géologique, donc antérieur à l'arrivée des humains, et puis ensuite petit à petit la construction du bâtiment balnéaire, etc. Donc ça, c'est juste un tableau pour une pièce du bâtiment résidentiel romain, donc la chaufferie, le praefornium des bains, situé au nord, donc en bas de la pente. Et puis les rectangles orangés correspondent à ceux qui contenaient un petit peu de vaisselle en céramique à l'intérieur. Et donc, comme la céramique est le type d'objet que l'on trouve le plus sur un site archéologique, quand on n'est pas dans
dans un cimetière naturellement. Il est crucial parce que c'est l'outil principal pour dater les différents événements sur un site archéologique. Et donc, en fonction des datations qu'elle arrive à tirer des tessons qu'on exhume, on arrive ensuite à caler, eh bien nous, le fonctionnement du premier état des bains, ensuite un grand curage qui a eu lieu, enfin voilà, etc. La détérioration et l'abandon du bâtiment, et puis ensuite des perturbations postérieures. Et donc, mine de rien, ce travail, c'est lui qui nous permet d'affirmer que sur le site, il y a 2 bâtiments résidentiels se sont succédés. L'un construit au 1er siècle et habité jusqu'au 2e siècle, et l'autre qui arrive seulement au 3e siècle et qui est utilisé jusqu'au 4e. Ça, c'est vraiment la céramique qui nous permet de le dire. Le deuxième outil qui va nous servir à ça est la numismatique, c'est-à-dire l'étude des pièces de monnaie, des monnaies. Elle n'avait quasiment pas été faite depuis 10 ans. Et donc les 81 monnaies exhumées étaient pour l'instant anonymes parce que ni Stéphanie ni moi sommes capables de les identifier. Alors que veut dire identifier une monnaie? C'est simplement la dater elle aussi et arriver à déterminer où est-ce qu'elle a été produite et quand. Et une fois ce travail fait, le numismate fait non seulement un travail sur la circulation monétaire et l'économie du site, mais nous, on gagne également une fiabilité chronologique pour notre site. Donc vous comprenez qu'en fait, un des gros travaux à faire, c'est la chronologie du site. C'est vraiment ne pas dire de d'ânerie sur comment la succession chronologique des événements qui se sont passés sur un site. Ça, quand c'est fait, par exemple, correctement, ça évite de dire que l'oppidum de la Chèpe était le camp d'Attila. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une ville gauloise qui a longtemps été considérée comme une construction liée aux invasions huns, alors que pas du tout. En fait, quand on a creusé, on a vu qu'il ne s'agissait que d'objets gaulois. Alors, les monnaies exhumées donc, sont majoritairement romaines. On en a tout de même 2 gauloises, vous voyez, 68 monnaies romaines, 8 monnaies médiévales, et puis une monnaie moderne qui n'est même pas une monnaie, d'ailleurs c'est un jeton. Alors, on a donc des monnaies gauloises alors qu'on n'a pas du tout d'aménagement avéré pour cette époque-là. Donc quand on dit gaulois, ça veut dire des pièces de monnaie qui ont été fabriquées avant l'arrivée avant l'annexion de la Gaule dans l'Empire romain. Donc ce sont des monnaies produites par les Gaulois indépendants. Et donc chaque peuple gaulois avait ses propres modèles. Alors, contrairement aux monnaies romaines, il n'y a pas le profil de la personne qui était au pouvoir au moment où la monnaie est fabriquée. Il y a toujours un visage, mais on ne sait pas à quoi il correspond. Et sur l'autre côté, il y a toujours une allégorie. Donc vous avez ici 2 monnaies. Alors ce sont des monnaies coulées en plus et non pas frappées, contrairement aux monnaies romaines. Et vous voyez qu'en fait leur contexte de découverte est complètement anachronique. On en a une, celle de gauche, qui vient en fait de l'intérieur de l'église du XIIe siècle, en fait dans la terre qui comblait le chœur, l'abside. On a trouvé cette monnaie gauloise. Il s'agit d'une monnaie frappée par le peuple leuc, qui est donc le peuple de Toul, et auquel semble appartenir Saint-Dizier avant la conquête romaine. Il est produit à peu près vers 50 avant Jésus-Christ. L'autre n'est pas identifié, mais il s'agit aussi d'une monnaie gauloise, trouvée dans une sépulture médiévale, manifestement enfouie, ensevelie involontairement, tout simplement parce qu'elle devait traîner au sol et qu'elle a été emportée dans le comblement. Voilà, donc que prouvent ces 2 monnaies? Qu'il y a non pas, on ne va pas dire une occupation du site, on peut pas dire, c'est pas suffisant pour le dire, avant la conquête romaine, mais qu'il y a une fréquentation. C'est-à-dire que des Gaulois passent sur ce terrain pour y faire des choses qu'on ne maîtrise pas, et donc quelques monnaies sont perdues. Alors ensuite, pour les monnaies romaines,
donc là qui sont bien plus nombreuses. On a tout de même une répartition siècle par siècle qui n'est pas fluide. On voit ici que les 2 premiers siècles sont peu représentés, alors que le 3e et le 4e le sont beaucoup plus. On reviendra là-dessus. Et puis le 5e siècle, comme souvent, ne l'est pas du tout. C'est d'ailleurs le parent pauvre de l'archéologie en général, le 5e siècle. Il y a très très peu d'objets et très très peu d'aménagements. Ça a l'air d'être une période de chamboulement politique, sociologique, qui fait que les aménagements sont peu nombreux. Alors on va voir maintenant, siècle par siècle, où ont été trouvées ces monnaies. Alors, celle du 1er siècle, alors que là, cette fois, on sait qu'il y a une présence humaine, une installation même, puisque le bâtiment résidentiel de la villa, qui se trouve au sommet de la pente, donc au sud, est daté de cette période grâce à de la céramique trouvée dans les fondations des murs. Donc cette construction est située au milieu du 1er siècle, donc vers 50 après Jésus-Christ. Alors, les pièces de monnaie qui correspondent à cette occupation sont à nouveau trouvées dans des contextes complètement anachroniques, puisqu'il ne s'agit pas de couches de terre du 1er siècle, mais de comblements bien postérieurs. Vous voyez que donc on a 2 monnaies frappées sous le règne de l'empereur Auguste, qui proviennent de sépultures. Donc à nouveau, il s'agit probablement de pièces de monnaie qui se trouvaient au sol, qui ont été perdues par terre, et qui tombent dans le comblement d'une sépulture par hasard. Et les 2 autres, également frappées sous le règne d'Auguste, proviennent des trous laissés par les récupérateurs des murs de l'église, donc parmi la terre et parmi le mortier détaché des pierres. Donc là, à nouveau, ça ne nous permet pas de dater des couches de terre, ça nous permet juste de confirmer une présence humaine au 1er siècle. Celles du 2e siècle sont également peu nombreuses, alors que là cette fois, on a aussi des aménagements qui sont datés de cette période-là. Et là, par contre, on voit que ces monnaies ne viennent plus du haut de la pente, mais du bas. On est donc dans ou autour du bâtiment résidentiel nord, donc là où il y a les salles balnéaires qui sont fouillées depuis 2012. On en a 2 qui viennent de l'effondrement de la couche, plutôt d'effondrement de la toiture du long couloir qui borde les bains. Donc on a 2 modèles, l'une frappée sous le règne de l'empereur Trajan et l'autre sous le règne de Commode. Et puis 2 autres qui viennent des couches de cendres de la chaufferie, donc du praefornium des bains, donc lorsque là les bains fonctionnent. Alors ce que m'a fait remarquer le numismate, parce que toute cette étude naturellement c'est pas moi qui l'ai faite, je ne vous l'ai pas dit, c'est un collègue de l'INRAP, Benoît Philippiac, qui maîtrise ça très bien. Il m'a fait remarquer que ces monnaies étaient très très usées, et donc il s'agit de sesterces, et que donc ils ont dû circuler longtemps. Donc il ne faut pas se fier au profil, au nom de l'empereur qui est sur la monnaie pour se permettre de dater la couche dans laquelle elles ont été trouvées. En fait, ce type de monnaie peut circuler près d'1 siècle. Et vu le niveau d'usure, ça peut tout à fait être ça. Ça tombe bien parce que pour l'instant, les bains, on les datait pas de si tôt, on les datait au mieux de la fin du IIe siècle, donc ces pièces de monnaie posaient problème. Mais donc Benoît m'a dit, ne t'inquiète pas, dors bien, ces monnaies, en fait, on peut circuler au IIIe siècle jusqu'à la fin du IIe siècle. Voilà. Donc là, on constate tout de même qu'il y en a peu par rapport à celle du IIIe siècle, et on verra pourquoi après. Par contre, alors ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en a pas du tout pour l'instant de trouver sur le haut de la pente, alors que le bâtiment du haut de la pente continue logiquement à être utilisé comme un habitat. Au IIIe siècle, je vais mettre mes lunettes là parce que... Ah non, je vais me retourner, c'est mieux. Alors au IIIe siècle, là par contre, on a énormément de monnaie, mais alors on pourrait se dire c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens et que les gens sont plus riches. En fait, pas du tout. C'est simplement qu'il y a eu une réforme monétaire.
à cause d'une crise justement métallique. Et les monnaies vont diminuer de taille. Et donc on va créer des modules, des modules monétaires de très faible valeur. Ce qui fait que certaines, on ne se baisse plus pour les ramasser. Et puis elles sont plus petites et elles se perdent plus facilement. Donc les sesterces n'existent plus. Et donc on a des monnaies beaucoup plus légères, avec beaucoup moins de valeur. Alors, sans surprise, elles proviennent essentiellement du bâtiment du bas de la pente. Donc on voit que deux d'entre elles, enfin certaines peuvent être clairement associées au fonctionnement, à la période d'utilisation de ces bains, puisqu'il y en a deux qui sont trouvés sur le sol des vestiaires. D'autres viennent des cendres provoquées par les combustions pour le chauffage des hypocaustes. Et puis ensuite, on a des monnaies qui viennent de la période d'altération et de dégradation du bâtiment lorsque celui-ci n'est plus entretenu. Donc, ils ont été trouvés parmi les pierres des murs effondrés, donc du caldarium, c'est-à-dire de la chaufferie, de la chaufferie, du caldarium, c'est-à-dire d'une des pièces chauffées, et puis deux autres de la galerie de façade. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette abondance de monnaie du IIIe siècle fait également écho à la datation des tessons de céramique trouvés dans les cendres, les cendres des bains, car aucun tesson, enfin aucun ensemble céramique trouvé dans une couche, en fait, n'est antérieur au IIIe siècle, au IIIe siècle, pardon. Alors que jusqu'à présent, par défaut, par prudence, on va dire plutôt, on datait la création du bâtiment, donc en bas de la pente, vers la fin du IIe siècle. Mais plus ça va, plus on voit qu'en fait, le mobilier du IIe siècle est trop rare pour prouver une construction à cette date. Et donc, les études faites en 2020 nous permettent de rayer ce qui est marqué en bas ici, fin deuxième, dernier tiers, troisième. On pense plutôt que le bâtiment balnéaire ici en haut est construit au IIIe siècle. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En fait, c'est vraiment quelque chose qui précise la chronologie du site. Donc, en fait, ici, sur ce dessin, vous avez l'évolution chronologique architecturale de l'occupation romaine, avec donc le bâtiment du haut de la pente, donc, qui est au sud, qui est donc maintenant daté du 1er et du 2e siècle. Ensuite, la création du bâtiment balnéaire au nord, avec un état assez classique, dont on a déjà parlé ici, avec un long couloir qui permet d'accéder ensuite aux vestiaires. Des vestiaires, on arrive dans une grande salle chauffée où on pouvait faire aussi de la gymnastique. Ensuite, d'autres salles chauffées avec une petite baignoire. Et ensuite, le frigidarium avec la piscine froide. À une date qui reste toujours, elle, floue, que l'on situe par prudence au plus tôt au dernier tiers du IIIe siècle, ces bains sont transformés pour une raison qu'on ne maîtrise pas. Les salles chauffées, en fait, sont divisées en deux secteurs. Certains y voient les prémices des mœurs chrétiennes, où en fait les hommes et les femmes doivent se baigner dans deux endroits différents. Mais en tout cas, voilà. Ces maçonneries du dernier quart du IIIe siècle sont de beaucoup moins bonne qualité que les premières. Le mortier contient une proportion trop importante de sable par rapport à la chaux, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins résistantes. Voilà. En tout cas, donc, voilà l'évolution chronologique de l'occupation antique, qui donc a été précisée grâce à l'étude des monnaies. Alors, à l'inverse, les monnaies du IIIe siècle trouvées donc en haut de la pente sont bien moins nombreuses et, encore une fois, issues de contextes totalement anachroniques. Donc on a, par exemple, Remblai des fouilles de Louis Lepage, ça, pardon, c'est en bas de la pente. Mais donc on a
une monnaie qui provient d'un sol fait de scories à l'arrière de l'église, donc clairement du Xe au XIIe siècle. Et dans ce sol se trouve un foyer qui a lui aussi livré une monnaie frappée sous le règne d'Aurélien. Et puis dans les déblais des pillages des sépultures, donc dans la pièce très profonde que l'on est en train de fouiller, là aussi on a trouvé deux monnaies frappées, enfin deux imitations de faux en fait, frappées sous le règne de Tétricus. Le IVe siècle, la répartition des monnaies du IVe siècle ressemble à celle du IIIe. On a à nouveau une proportion importante de monnaies qui proviennent du bâtiment balnéaire. Mais alors là, ce que l'on constate tout de suite, c'est qu'aucune d'entre elles ne vient de couches liées à l'utilisation de ce bâtiment, mais exclusivement à des couches liées à sa dégradation. On voit par exemple qu'il s'agit uniquement de murs effondrés, ou alors de la terre végétale qui se développe lorsque les ruines sont stabilisées, ou alors dans les déblais laissés par les fouilles des années 60. Donc là, quand on voit ça, on pourrait se dire que ces bains sont abandonnés au IVe siècle. Oui, mais le problème, c'est que la céramologie dit tout à fait autre chose. Les couches de cendres sont abondamment fournies en vaisselle fabriquée au IVe siècle. Donc là, on a un contresens qui s'explique peut-être par le fait que ces monnaies sont perdues peut-être involontairement autour du bâtiment et non pas parce qu'une monnaie que l'on perd, on la récupère plus facilement quand on est sur un sol maçonné que dans l'herbe. C'est une hypothèse. Et que donc ces monnaies viennent se mélanger aux ruines par des mouvements de terre, mais que en fait, voilà, c'est pas pour ça que les bains sont abandonnés au IVe siècle. La céramique prouve le contraire, et la vaisselle de céramique est bien plus abondante que les monnaies. Donc là, c'est un exercice assez intéressant parce que ça prouve la fragilité en fait des études spécialisées, c'est-à-dire que Benoît, qui a étudié les monnaies, aurait pu nous affirmer que les bains étaient abandonnés au IVe siècle, mais en fait, il n'en est rien. Voilà. Donc ça montre qu'il faut prendre en compte tous les objets exhumés, tout le mobilier, toutes les catégories. On a également fait des datations au carbone 14 sur quelques charbons de bois trouvés dans les cendres, et elles aussi nous disent que le IVe siècle est inclus dans la période de fonctionnement des bains. Autre constat intéressant, là on voit que les monnaies du IVe siècle redeviennent nombreuses dans la partie haute du terrain, puisqu'on en a quand même 6 dans le comblement des sépultures, 2 dans le sol de scorie, 2 à nouveau dans les déblais de pillage, et puis alors la destruction de l'aqueduc, oui en fait pour ceux qui n'avaient pas noté, en 2019 on a mis en évidence l'existence d'un aqueduc dans un angle de la fouille à peine effleuré, qui doit servir à canaliser la source destinée à alimenter les bains en bas de la pente. Et en fait, à notre grande surprise, cette source ne vient pas du milieu de la pente, mais du sommet. Et donc, les Romains l'ont canalisé dès cet endroit. Donc voilà pour les monnaies antiques. Et donc, je le redis, rien au 5e siècle. Alors au 5e siècle, le problème aussi que l'on a, c'est que les monnaies sont encore plus petites, parce qu'il y a une crise monétaire encore plus importante, difficile à voir à l'œil nu, et malgré ce qu'on pourrait croire, la plupart de ces monnaies ont été trouvées non pas au détecteur à métaux, parce qu'on en utilise un sur le chantier avec autorisation préfectorale, sinon c'est interdit, je le rappelle, mais à l'œil nu. Voilà. Donc peut-être que, parce qu'en fait on est loin d'utiliser le détecteur à métaux pour toutes les couches de terre que l'on fouille, et donc peut-être que des monnaies du 5e siècle ont pu nous échapper, comme le montrent des fois les déblais de fouilles après une forte averse, où on va retrouver des objets qu'on a complètement ratés, notamment à Sesterce cette année. Alors ensuite, il y a un grand vide jusqu'au Xe siècle, pas de monnaie jusqu'au Xe siècle, mais ça, bon, apparemment, les numismates m'expliquent que c'est
phénomène très courant sur les sites archéologiques parce que la circulation monétaire reste quand même assez discrète en milieu rural durant le Haut Moyen-Âge. Et ensuite, donc, on a 4 monnaies qui sont toutes issues de frappes de Bar-le-Duc, donc du comté de Bar, frappées sous le règne de Henri Ier, je crois, le germanique, qui s'appelle, dit l'oiseleur. Donc on a des monnaies en tôle d'argent très très fines, voilà, qui datent plutôt du Xe siècle. Et là, sans surprise, elles proviennent exclusivement du haut de la pente, là où il y a le cimetière et la nécropole. Donc dans les couches du sous-sol de l'église, c'est-à-dire que c'est dans les couches qu'ont laissé les récupérateurs, non pas dans les tranchées de fondation, mais au niveau du sol, au niveau de l'intérieur de la nef, et puis 2 autres dans le complément de sépulture. Donc voilà pour les pièces de monnaie. C'est un gros travail qui a été fait. Il y a non seulement l'étude, mais aussi les photographies, etc. Donc, tout ça est fait et ça fait du bien. L'autre grand travail qui concerne l'Antiquité, et donc dont je vais vous parler moi, concerne les fragments d'ossements animaux. Après la céramique, c'est ce que l'on retrouve le plus sur un site archéologique. Donc, vous avez la vaisselle céramique et ensuite les restes d'ossements animaux. Ils sont très nombreux. Alors j'ai juste une image à vous montrer parce que on va pas, c'est assez ingrat, il n'y a pas d'image, on ne va pas vous montrer des fragments de poulets les uns derrière les autres. Mais simplement sachez que l'archéozoologue qui fait ça, tout comme Alessio Bandelli, un Italien qui travaille à l'INRAP aussi à Reims, est capable, tout comme un biologiste, de déterminer le sexe et l'âge du décès des animaux, mais également l'espèce, parce qu'il ne travaille pas que sur Homo sapiens. Et donc ce sont des gens assez remarquables qui sont capables d'identifier non seulement les animaux les plus classiques, que sont ce qu'on appelle la triade domestique, c'est-à-dire la base de l'alimentation animale rurale, donc les bovidés, les porcs et puis les caprinés, mais aussi les espèces sauvages et des espèces notamment non consommées. Un jour, Alessio m'a identifié un blaireau ou une chouette chevêche. Pas une hulotte, une chevêche, il m'a dit. Voilà, donc c'est des gens assez remarquables. Et donc vous voyez par exemple ici dans la liste de tous les ossements animaux trouvés depuis 10 ans, on a des espèces comme ça. Alors on a les classiques et puis des animaux un peu plus rares. Certains sont totalement anachroniques là aussi, puisqu'on a du dindon. Le dindon étant américain, il est probablement issu d'une couche de terre de surface. On a également un squelette de chien complet, qui en fait est probablement un chien qui a été enterré par des gens au XXe siècle ou au XIXe siècle, par des voisins. Mais sinon, on a quand même une répartition que l'on retrouve sur d'autres sites. Alors, on va tout de suite parler de l'ours. Donc, vous voyez qu'il y a un morceau d'ours. Il s'agit d'un numérus, donc un bras. On était très heureux de le trouver parce que on se disait oulala, soit il s'agit de la manifestation de la richesse des gens présents sur place parce qu'ils arrivent soit à faire venir, soit à élever un ours, ou alors il s'agit de montreurs d'ours comme il en existe au Moyen-Âge, dont un est mort sur place. Donc on en a sacrifié une partie pour faire une datation carbone 14. Et hélas, le laboratoire nous a dit que cet os était tellement ancien qu'il n'avait plus de collagène. Et donc le collagène, c'est la matière indispensable pour faire une datation carbone 14. Donc s'il n'y en a plus, c'est qu'il est très très ancien, donc de la préhistoire. Donc il n'a strictement rien à voir avec les aménagements qu'on a sur le site. C'est un os qui est donc du paléolithique, probablement, sans que l'on sache ce qu'il fait là. Mais ceci dit, régulièrement, sur le site, on trouve également du silex taillé. On a notamment peut-être cette année un bout de pointe de flèche. Donc il y a une présence aussi préhistorique sur place. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Hein ? Ce qui n'a rien de surprenant quand on est en contexte de vallée, tu as raison. Alors sinon, on a donc en majorité la triade, ce qu'on appelle la triade domestique.
S'ensuit ensuite des animaux un peu plus anecdotiques. Donc vous avez des pigeons, vous avez des grands échassiers. Mais par contre, ce que remarque Alessio, c'est que ce site, comme les quelques autres qu'il a pu étudier en Haute-Marne, notamment une ferme à Tonnance-les-Joinville ou le mobilier issu de la villa d'Andilly-en-Bassigny, c'est une proportion anormale, on va dire différente, d'animaux sauvages, chassés. Il y a une proportion de cerfs, de sangliers, de chevreuils bien supérieure à celle que l'on peut constater sur les sites champenois autres. C'est surtout sur ceux-là qu'il travaille, ou sur la Lorraine, et c'est la même chose. Et puis, quand il nous a dit ça, moi ensuite j'ai vérifié dans quelle couche on trouvait ces animaux. Et là, pour le coup, ce n'est pas comme le dindon, il s'agit vraiment de couches datées grâce aux autres objets du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Les deux d'ailleurs. Et à répétition, c'est-à-dire que quasiment toutes les couches de terre romaines ou médiévales contiennent toujours un petit peu un morceau de cerf, un morceau de sanglier, un morceau de chevreuil. C'est récurrent, c'est permanent, c'est constant. Alors pour Alessio, il y a deux hypothèses. Soit, comme aujourd'hui, l'environnement de la région est plus boisé que celui de la Champagne, soit les habitants de ces lieux ont l'avantage, le privilège de pouvoir chasser, ce qui est un privilège dans les deux époques. Alors pour l'instant, on ne va pas trancher, parce qu'on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est remarquable. Et c'est vraiment... après avoir vérifié, je me suis dit, oui, puis en plus, ce ne sont pas des petits morceaux fragmentés qui auraient été là par hasard, comme les pièces de monnaie tombées par hasard. C'est vraiment des grands morceaux, c'est-à-dire que c'est des morceaux des mandibules de cerf. Ça veut dire que l'animal a été apporté sur place et que les os n'ont pas voyagé par maintes et maintes étapes avant d'arriver sur les crasset. Donc il y a vraiment une consommation d'animal sauvage sur place. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et par contre, pas d'os de chameau pour l'instant. Donc là, on va passer maintenant au Moyen-Âge, et donc c'est Stéphanie qui va vous présenter tout ça. Donc on passe à l'étude de la céramique médiévale. Donc il faut savoir que des chronotypologies, alors la chronotypologie, c'est le fait de réussir à caler une forme céramique dans le temps, de voir à quel moment elle apparaît et à quel moment elle disparaît. Donc ça, c'est pareil, il faut comparer avec plusieurs sites et voir dans quel contexte ils ont été trouvés pour réussir à les caler. Donc des chronotypologies pour la période médiévale, il y en avait déjà pour les départements de l'Aube et de la Marne, pour les périodes entre le 5e et le 6e siècle, mais en Haute-Marne, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Et donc le collègue, Pierre Testard, a utilisé le temps fourni pour commencer une première ébauche de cette typochronologie à partir notamment de la céramique qui a été découverte sur le site de Saint-Dizier-les-Crassés, mais aussi, par exemple, sur le site du Seignon. Donc c'est l'habitat qui est maintenant sous le McDonald's en Pfalz de notre fouille, ou alors aussi de la céramique issue du contournement de Saint-Dizier. Donc il a repris toutes ces céramiques-là et il a essayé de voir pour les caler dans le temps. Et ça va permettre à l'avenir, quand on retrouvera d'autres céramiques de ce type-là, de dater des structures qui n'auront que des céramiques et qui n'auront pas d'autres éléments qui peuvent permettre de les dater. Donc on peut voir que l'étude céramique a mis en évidence un certain nombre de formes. Il y a tout d'abord des pots qui constituent l'élément essentiel des batteries de cuisine médiévale. Ces pots servent à différents usages. Ils peuvent être des pots de stockage, des pots de préparation pour la cuisine ou des pots de cuisson. Ils sont largement majoritaires dans les assemblages céramiques alto-médiévaux de Saint-Dizier, mais c'est un fait qui est assez commun dans une large moitié nord de la France pour la même période.
À côté de ces pots, il y a quelques céramiques qui sont vraiment dédiées, elles, à la cuisson, qui sont des marmites. Elles servent à la cuisson des denrées et des liquides alimentaires. Et elles sont en usage à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. Et elles sont dans des formes qui sont assez proches des pots, en fait. Le deuxième élément le plus important sont les cruches. Elles sont les plus représentées dans la batterie de cuisine au Moyen-Âge et elles sont destinées à puiser et à stocker, parfois à servir les liquides. Donc, grâce à ces études, on a voilà, une première ébauche de la typochronologie en Haute-Marne. Et les études à venir vont permettre d'affiner ce travail. Mais voilà, c'est un premier travail qui a été fait et ça aussi, ça a été un gros morceau et on est très content que ça soit fait et que ça puisse servir à l'avenir pour d'autres chercheurs et pour d'autres études. On a aussi réalisé un nettoyage pour étude du mobilier métallique. Ça a été réalisé par un conservateur-restaurateur, Renaud Bernadet. Ça, c'est grâce au maintien des financements qu'on a pu faire ça. Ces objets sont nettoyés et stabilisés. Ce sont pas des objets qui sont restaurés. Ils ne sont pas présentables dans un musée à l'état actuel. Là, la première étape, ça a été de les nettoyer. Donc là, je vous ai mis une boucle de ceinture, donc très corrodée. Là, il est nettoyé pour étude, c'est-à-dire que nous, on va chercher à voir les sections. Est-ce que, par exemple, l'ardillon va être de section circulaire? Est-ce qu'elle va être de section rectangulaire? Selon les périodes, on ne va pas avoir le même type de section, d'où l'intérêt d'un nettoyage. Et puis là, je vous ai mis donc une boucle de ceinture mérovingienne. Donc on voit là clairement l'intérêt du nettoyage entre l'objet vu sur le terrain et l'objet, excusez-moi, après nettoyage. On a fait apparaître donc une partie du décor, mais aussi une partie d'éléments textiles qui sont, sur lesquels on reviendra après, et qui sont apparus au nettoyage. Alors il faut savoir que pendant une période, le but était de voir le décor. Donc tout ce qui était corrosion et éléments textiles, c'était pas très joli, donc on faisait tout sauter. Donc maintenant, on est plus dans une recherche plus globale et pas forcément à se concentrer sur l'objet et sur le décor. Et on garde ces traces de rouille dans lesquelles les éléments textiles sont en négatif, afin de pouvoir étudier justement les textiles qui étaient en contact avec les tissus qui pouvaient se trouver en contact avec ce mobilier. Il y a eu deux sessions de nettoyage, une partie en 2020 et une partie en 2021, en début 2021. Et ces deux sessions ont permis de nettoyer 30 nouveaux objets afin de les étudier. Ça nous amène à... Non, merde, je me plante de trucs. Ça nous amène à l'étude du mobilier métallique par Marie-Cécile Truc. Donc là, il s'agit de l'étude d'une tombe qu'on a fouillée en 2019. La tombe 874, et pas du tout 478. La tombe 874, qui a été découverte en 2019 et qui est l'une des tombes du 7e siècle avec un mobilier d'accompagnement. Donc, ce mobilier d'accompagnement se compose d'un scramasax. Il a une lame de 35 cm de long et une morphologie assez massive. Et il fait partie donc des exemplaires semi-lourds de petite taille qui vont être attachés à un type, le type Brett Sachs. Donc, une étude mobilier, ça va consister à décrire les objets, ce qui va permettre en fait de les raccrocher à une typochronologie, et donc ça va permettre de dater la tombe. Donc on voit que c'est un scramasax donc de type Brett Sachs.
On voit qu'il y a une présence de mobilier, de poignées en bois qui est relevée par la présence de fibres longitudinales qui sont visibles sur la poignée. On voit aussi qu'il y a la présence de cuir en grande quantité sur tout le pourtour de la lame, ce qui indique que l'arme était certainement glissée dans un fourreau en cuir. Donc même si on n'a pas le cuir, le nettoyage fin a permis de retirer la couche de corrosion, mais de garder les vestiges de tissu et de cuir. Voilà. Et de permettre de restituer la présence de ce fourreau. La plaque boucle est d'une longueur de 11 cm, elle est étroite, elle présente une forme de trapèze allongé avec un contour festonné. Le décor consiste en une damasquinure de fil de laiton avec plaquage d'argent sur un fond haché. Et les fils de laiton dessinent des lignes courbes figurant des arabesques. Donc ces deux types d'objets sont en usage dans le courant du 7e siècle. Voilà, merci. Donc on a des informations de datation, mais on a aussi d'autres types d'informations qu'avant on ne traitait pas forcément et que depuis une quinzaine d'années, on fait un peu plus attention. C'est sur la position des objets et leur signification dans la tombe. Ainsi, on voit que le scramasax, donc ce long couteau, est déposé sur la droite de l'individu, au niveau de son bassin, avec la poignée vers le haut du corps et la pointe vers le bas. Donc il est ce qu'on appelle en position fonctionnelle. On a un petit peu remis en scène l'objet comme si il était porté. On aurait pu le mettre en travers du thorax. Non, là, on l'a mis comme si l'individu le portait dans la tombe. Et pareil, donc on a des garnitures de ceinture. Donc là, on a la plaque et la contre-plaque. Parfois, on arrive à avoir la plaque dorsale. Et ces éléments de ceinture, souvent, on dit c'est des accessoires vestimentaires. La personne était enterrée dans la tombe habillée, avec son pantalon. Donc on lui a mis sa ceinture pour tenir ce pantalon. Là, on s'aperçoit que les éléments de ceinture ne se trouvent pas du tout au niveau du bassin, mais se trouvent en fait entre les jambes et un petit peu sur les jambes et entre les jambes. Et maintenant qu'on travaille justement sur la position de ces objets, on s'aperçoit que même des garnitures de ceinture ne sont pas forcément portées, donc ce n'est pas un accessoire vestimentaire, mais elles peuvent être déposées dans la tombe. Donc là, on passe d'un statut d'accessoire du vêtement à un statut de dépôt. C'est un cadeau, en fait. C'est quelque chose qui est fait pour l'accompagner dans la mort et pas du tout un truc fonctionnel. On lui laisse sa ceinture parce qu'on lui met un pantalon. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le 3e cas à Saint-Dizier. Donc, dans les 3 cas qu'on a fouillés à Saint-Dizier de sépultures du 7e siècle, jusqu'à maintenant, il ne s'agit que de femmes. Alors ça, c'est très surprenant. Pour l'instant, j'ai aucune explication. Normalement, statistiquement, même si on a des tombes qui sont perturbées, on devrait avoir au moins des femmes. Mais pour l'instant, les tombes du 7e siècle, ce sont uniquement des tombes masculines. Dans les 3 cas, on a le scramasax qui est systématiquement déposé à droite du corps, dans des positions toujours fonctionnelles, c'est-à-dire toujours avec la poignée vers le haut, la pointe vers le bas. Bon, dans un cas, le scramasax est déposé assez haut. Dans les autres cas, il est vraiment déposé au niveau de la hanche. Et dans les 3 cas, la garniture de ceinture n'est pas portée, mais elle est déposée, parfois déroulée sur le thorax, comme ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est pareil, elle était plutôt déroulée au niveau du bassin, mais on est dans des dépôts d'accompagnement et pas du tout dans de l'accessoire vestimentaire. Donc ça, c'est très intéressant pour 2 choses. Déjà, on n'a que des hommes avec des armes. En même temps, le scramasax, c'était un petit peu le couteau suisse de l'époque.
tous les hommes avaient ça à leur ceinture. Donc c'est pas surprenant qu'on trouve ça. C'est pas des épées non plus. Hein. On est sur du grand couteau. Donc c'est pas surprenant pour cette période-là. Mais dans les 3 cas aussi, on a la même mise en scène avec des ceintures déroulées. Donc ça, c'est pour le mobilier métallique. Les financements, le maintien des financements par le service régional de l'archéologie et par la municipalité de Saint-Dizier nous a permis de faire un certain nombre de carbone 14, de C14. Donc là, on vous a mis un petit peu comment on reçoit la donnée brute par le laboratoire, qui est parfois un petit peu difficile à prendre. Mais on voit que la sépulture 818 a 95% de probabilité d'être de dater entre 1030 et 1187 après Jésus-Christ. C'est là. C'est une datation qui est calibrée et qui est AD after death, donc après Jésus-Christ. Alors, juste, on va revoir rapidement la datation radiocarbone, comment ça fonctionne. On a tous du radiocarbone dans le corps. Au moment où on décède, ce taux de radiocarbone commence à diminuer. Tant qu'on est vivant, on l'entretient. Quand on décède, ce taux diminue. On connaît à quelle vitesse ce taux va diminuer. On sait qu'à certaines périodes, le taux diminue plus vite. À d'autres périodes, c'est plus stable. Et donc, on va sacrifier un objet. Donc, c'est forcément quelque chose qui a été vivant à un moment. Hein. C'est un charbon de bois issu d'un arbre, c'est un os de faune, c'est un os humain. Il faut que ce soit quelque chose qui a été vivant à un moment. On va donc devoir en sacrifier parce que c'est une analyse qui est destructive. Et on va en fait exploser cet objet qu'on sacrifie. Et la machine va calculer le taux de C14 qui reste. Donc on connaît le taux de départ, on a le taux qui reste, et ça permet de proposer une estimation depuis combien de temps l'objet, cette chose vivante est décédée. Donc ça, c'est une datation. On a réussi à en réaliser une quarantaine. Donc là, on ne vous a pas mis vraiment les 40, mais voilà, on a réalisé un tableau. Donc on voit que des datations, on en a... bon, là, dans l'exemple qu'on vous a mis, on en a beaucoup entre 900 et 1200. On voit que des fois, les tranches sont très très larges. Des fois, on va avoir 2 pics. Ça ne marche pas très bien. Mais globalement, ça va nous permettre d'avoir de caler, bon, alors là, notamment les tombes. Et donc, on en a réalisé un bon nombre. Donc, cette année, on a réussi à en faire 6 nouvelles datations 9 en 2020 et déjà 6 nouvelles en 2021. Pour information, les ossements ici, enfin les objets sont envoyés à un laboratoire aux Pays-Bas, à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Toutes ces informations nous permettent de faire une chose horrible, de faire un plan de répartition avec toutes les datations C14. Donc chaque petit rectangle est une datation, ce qui permet par la suite de faire un joli plan de répartition. Donc là, c'est les vestiges de la zone sud. En orange, je vous rappelle la villa antique. Donc en rouge, on a les tombes mérovingiennes. Donc là, la tombe d'élite qui a été découverte en 2016. Là, les sépultures à mobilier que je vous ai montrées. Et là, 2 datations de C14 ont révélé que l'occupation mérovingienne s'étendait un petit peu. Par la suite, on a une occupation carolingienne, ce sont les tombes en bleu. Pour l'instant, les tombes en bleu se situent principalement sur le plateau et on n'en trouve pas du tout dans la pente. Ou là, excusez-moi, oui, bleu ciel, pour être clair. C'est ces petits paquets-là bleu ciel. Et on n'en trouve pas du tout dans la pente, où là, par contre, on va trouver des tombes qui vont être datées entre le Xe et le XIe siècle, qui sont toutes ces tombes vertes
qu'on trouve partout, qu'on trouve dans la pente, qu'on trouve dans l'emprise de l'église, qu'on trouve dans le cimetière. Donc toutes ces datations nous permettent un petit peu de voir l'évolution de l'organisation spatiale de la nécropole et comment s'organise ce cimetière au fur et à mesure des années. Ils nous permettent aussi de faire des diagrammes de stratigraphie et d'essayer de voir, parce qu'on a fouillé donc 800 tombes, donc on ne va pas pouvoir dater les 800 tombes. Donc on va dater la tombe qui est la plus haute dans le diagramme et la tombe qui est la plus basse, et ça va nous permettre d'avoir, de caler les autres tombes par comparaison ou par rapport à la stratigraphie. Une autre étude, une autre étude qui a été faite, c'est le dessin de l'astromantum. Donc c'est les objets. Il faut savoir que tous les ans, on rend un rapport et que dans son rapport, il faut que l'on rende des informations selon certaines normes. Donc, le mobilier doit être dessiné selon des normes afin que, malgré le fait que ça soit à plat, et ben, par exemple, on voit là la section de la boucle de ceinture. Là, on voit la section de la clé et la manière dont elle est faite au niveau du pen. Là, c'est pareil sur les petites épingles en os. On a des sections pour savoir si l'épingle, elle est ronde, elle est carrée, elle est triangulaire. Et ça, c'est des choses obligatoires à rendre. Faute de temps, faute de financement, on ne l'avait pas fait depuis 2011. On l'avait fait pour les tombes avec les scramasax. Voilà. On l'avait fait pour les belles tombes, on ne l'avait pas fait pour tous les petits objets qui sortent, les rares objets qui sortent des tombes postérieures et pour tous les petits objets qui sortent de l'occupation antique, ça n'avait pas été réalisé. Donc là, je vous ai mis notamment cette très belle fibule romaine et là, dessinée selon les normes attendues qu'on a pu présenter voilà, à la commission qui juge notre travail, leur prouver que le travail est bien fait selon les normes actuelles et nous donner l'autorisation de revenir fouiller l'année suivante. Donc ce travail a été réalisé par Aurélien Lupu, qui est un étudiant, un ancien bénévole qui est venu plusieurs années sur le site et qui a dessiné ce petit mobilier métallique, qui a obtenu un contrat de 3 mois financé par la mairie de Saint-Dizier pour dessiner ce mobilier. On a aussi réalisé ce qu'on appelle un système d'information géographique. Alors, vous voyez juste un plan, mais il faut savoir qu'on utilisait pour travailler un logiciel qui fait des beaux rendus. Voilà, on peut vous faire des beaux plans, mais qui n'est pas très pratique pour travailler sur l'étude. C'est-à-dire que quand on a 10 squelettes et qu'on veut faire une répartition par sexe, quand on en a 10, on prend les 10, on les sélectionne et on les colorie en bleu pour les garçons, en rouge pour les femmes, voilà. Et ça va. Quand on a 800 squelettes, on ne peut pas prendre les 800 squelettes un par un et colorier individuellement. Donc, il faut qu'on fasse un SIG, un système d'information géographique, c'est-à-dire qu'elles sont géoréférencées et qu'elles sont liées après, chaque squelette va être lié à une base de données. Et donc, quand ça marchera, on pourra dire je veux voir apparaître toutes les femmes du 9e siècle et sur ce plan, les autres disparaîtront et apparaîtront les squelettes de femmes du 9e siècle. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, sauf que les deux logiciels, ils ne sont pas compatibles. Il a fallu passer par un 3e logiciel avec notre topographe de l'INRAP, David Duda. Ça fait 6 mois qu'on est dessus, ça merde, ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais on avance et c'est pareil, c'est des choses que... Voilà, quand on a commencé il y a 10 ans, ça ne se faisait pas trop de travailler sous SIG. Maintenant,
on ne travaille que sous SIGE, et quand je vois que j'ai 800 squelettes, de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement que travailler sous ce système d'exploitation informatique là. J'ai pas le choix. Mais ça nous a pris un temps monstrueux de passer ces 800 squelettes, ces 800 dessins de squelettes sous ce système d'exploitation informatique. Et voilà, on a encore une soixantaine de sépultures qui posent problème, des problèmes informatiques. Mais quand ça marchera, on va avoir un gain de temps pour l'étude qui est juste exceptionnel. Et c'est des choses que je repoussais depuis quelques années en disant il faudra qu'on passe sous SIGE, voilà. C'est un petit peu moins important pour la villa parce que voilà, la problématique est différente. Mais les 800 squelettes à gérer en plan classique comme on peut faire habituellement, c'est pas possible. Donc, ce passage sous SIGE, grâce notamment à notre collègue David Duda, va nous amener à l'étude biologique des squelettes de 2016. On avancerait petit à petit et on essaie de résorber le retard. Parce que un squelette sur le terrain, c'est à peu près 2 jours de travail pour le fouiller, pour le photographier, pour le dessiner, le démonter. Voilà, c'est environ 2 à 3 jours de travail. Derrière, vous avez minimum 3 jours de post-fouille. Il faut le laver, il faut le dessiner, il faut l'étudier, il faut rédiger le rapport. Donc, ce qui fait que c'est très très chronophage et voilà, ça prend beaucoup de temps. Là, l'étude est réalisée par des étudiants de l'université de Caen. Les squelettes partent à Caen pour études. Et ils ont des contrats. Et il y a des périodes où il y a des campagnes, notamment vers 2013-2014, on a sorti plus de 120 squelettes dans l'année, juste dans une campagne. Donc en fait, on a pris un petit peu de retard pour les études. Et cette année blanche nous permet de rattraper le retard. Là, on va vous présenter la campagne 2016. La campagne 2017 était en cours. Là, ils viennent d'attaquer la campagne 2018, donc on avance. Donc pour les résultats de la campagne 2016, il y a 78 individus qui ont été étudiés. Parmi eux, on retrouve 23 immatures. Et la présence de ces nombreux immatures s'insère parfaitement dans un schéma de mortalité archaïque. C'est-à-dire que là, typiquement, pour des populations prégénériennes, donc des populations qui ne connaissaient pas les vaccins, donc tous les vaccins liés aux maladies de la petite enfance, il y avait une mortalité infantile immense. Donc voilà, sur la mortalité avant 4 ans était très très importante. Donc là, c'est les schémas attendus. Pour des populations qui ne connaissaient pas le vaccin, on a une mortalité importante, puis une fois qu'on a passé les 4 premières années, cette mortalité diminue, se stabilise et voilà, se diminue, enfin est stable jusque là, c'est un graphique jusqu'à 16 ans. Dans la vraie vie, la plupart des sites qu'on a fouillés, alors là, vous avez la courbe du site de Saint-Dizier. On voit qu'elle s'insère mais parfaitement dans ce type de courbe. Moi, en vrai, la plupart des sites que j'ai fouillés, la courbe est systématiquement en dessous pour les enfants les plus jeunes. Trouver des bébés entre 0 et 1 an en fouille préventive, c'est assez compliqué. Les corps se conservent bien, ce n'est pas forcément une question de conservation, c'est une question de détection et de temps pour fouiller. Parce que c'est des corps qui sont plus petits et c'est des corps qu'on rate assez souvent quand on est pressé. Là, ici, on est dans de l'archéologie qui est programmée, on a plus de temps à consacrer aux structures et ce qui fait que les tout petits bébés, on ne les rate pas. Donc là, on a ces très jeunes enfants et ces données indiquent, ces données à la naissance impliquent une espérance de vie d'environ 30 ans. Pour l'âge au décès des adultes, on en a un certain nombre qui sont compris entre 20 et 30 ans, mais on a quand même 5 personnes qui sont morts autour de la quarantaine et 5 qui sont morts au minimum autour de la cinquantaine, voire un peu plus vieux.
Donc on a une espérance de vie assez courte, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui peuvent vivre assez vieux. Et l'image renvoyée par ces estimations est globalement celle d'une population qui peut être mature pour cette période. Parmi ces sujets, on compte 16 femmes, 12 hommes et 14 individus indéterminés. Soit que le bassin, soit qu'il n'y ait pas de bassin parce que le squelette on ne l'a pas en entier du fait des perturbations, soit que le bassin soit trop abîmé pour qu'on puisse faire les mesures. L'estimation staturale des hommes. Les hommes ont une taille comprise entre 1,63 m et 1,79 m pour les plus grands. Les femmes ont des statures estimées entre 1,43 m et 1,65 m. Donc voilà, on est sur des gens qui peuvent avoir des tailles un peu équivalentes aux nôtres. Alors par rapport aux observations des années précédentes, l'échantillon de 2016 est marqué par un accroissement de la part des individus qui présentent des traumatismes. En général, les traumatismes sont autour de 10% de la population étudiée. En 2016, elle atteint 15%, ce qui est important. Et ce constat est particulièrement valable dans le domaine des atteintes crâniennes, puisqu'on a 7 sujets qui présentent des stigmates de traumatisme dans cette région. Et parmi eux, on voit un très net cas de ce qu'on va dire une violence interpersonnelle. Et cet individu qui présente sur le crâne tous les stigmates d'un coup porté périmortem, donc on va dire c'est un coup mortel, par arme blanche sur le côté droit avec une entaille franche sur l'os pariétal et l'os frontal. Donc on a un coup qui part du haut vers le bas, on a un arrachement du crâne et dans le cas présent, c'est pas cicatrisé. On a quelques coups sur le crâne qui peuvent être cicatrisés. Bon là, clairement, c'est pas cicatrisé. Il est mort de ce coup-là. Il a été enterré avec les 2 morceaux. On lui a remis son morceau de crâne tombé, il a été enterré avec. Ouais, voilà. On garde l'intégrité du corps. Nous, on avait daté le squelette du XIe siècle. Et c'est pour l'instant l'un des rares cas avérés de violence, ce qu'on appelle de violence interpersonnelle. Par ailleurs, parmi le groupe des adultes et des grands adolescents étudiés, il y a 43% des sujets qui présentent des manifestations de cribra orbitalia. Donc c'est ce que je vous ai mis là. C'est sur la voûte des orbites, la présence de tout plein de petits points qui sont une manifestation d'un stress. Alors un stress, ça va être un déficit, une carence, un déficit en vitamines et une malnutrition. Et là, c'est un taux ce taux est particulièrement élevé si on le compare aux autres échantillons d'individus issus de sites de la même période. Donc, malgré une diminution sensible, la population d'individus qui présentent des stress sont cohérents et indiquent, comme les études précédentes, notamment en 2015, des conditions de vie difficiles pour les immatures et les adultes. Une autre question, on voit qu'on a des individus qui ont des conditions de vie difficiles, mais on voit qu'il y en a d'autres qui ont des bonnes conditions de vie. Donc maintenant, dans les années à venir, il va falloir qu'on arrive à comprendre si l'évolution est chronologique, c'est-à-dire qu'on a des périodes de bonnes conditions de vie et des périodes où l'environnement se dégrade et les conditions de vie deviennent difficiles. Donc si c'est chronologique ou si c'est sociétal, c'est-à-dire c'est sur la même période, on va avoir des gens qui vont avoir des bonnes conditions de vie, un bon accès à la nourriture, et des gens à côté de ça qui ont des conditions de vie dégradées. Donc ça va être dans les études à venir quand on aura réussi à caler un peu chronologiquement les individus. Donc l'ensemble des données collectées sur ce site depuis le début des opérations de fouille
pour l'instant, constitue un corpus exceptionnel. Voilà, on est vraiment sur un très gros corpus. On a des données qui sont très bien étudiées, parce qu'on peut les étudier à fond. Là, l'étudiant, ah bah oui, j'ai pas dit, c'est Valentin Miclon. Avant, c'était Astrid Noterman. Depuis 2 ans, c'est Valentin Miclon, aidé par Denis Bougot et Cécile Chaplin de Sérin-Vilniel, qui étudie ça. Et on arrive à pousser les études à un niveau qu'on ne peut pas faire en préventif, avec un certain nombre, excusez-moi, avec un certain nombre notamment de mesures et d'analyses que, faute de temps, on ne peut pas se permettre dans un autre cadre. Donc ce corpus est exceptionnel et va permettre, par l'analyse de l'évolution des conditions de vie sur le temps long, d'améliorer notre perception des conditions des populations rurales à la période médiévale. Non, je ne me trompe pas encore. Hop. Donc, on finit sur cette dernière image de l'état en 2019 de la fouille. On a donc commencé là à ressortir des nouvelles données. On va essayer de réussir à les traiter en allant. Et on a encore beaucoup de questions, et notamment nos objectifs de départ évoluent d'année en année grâce aux découvertes qu'on fait constamment. Et on espère pouvoir continuer, Raphaël, à explorer la villa romaine et les alentours de la villa pour voir les occupations qui ont succédé à cette villa, notamment en ce moment la découverte de fonds de cabanes médiévaux. Donc voilà, on reste à proximité de la villa à l'époque médiévale. Et pour moi, essayer de continuer à avoir un maximum d'individus issus de ce cimetière afin de pouvoir caractériser cette population dans un temps long. On vous remercie de votre attention et on est là pour répondre à toutes vos questions. Oui. Alors, on ne le sait pas encore, parce qu'on ne l'a pas ouvert, un chameau. Alors, on est sur un sarcophage en pierre, donc c'est une tombe typique du 7e siècle. On en a déjà fouillé une dizaine sur le site. Le problème du sarcophage en pierre, c'est que c'est quelque chose qui est facile à retrouver au moment où on creuse, en fait, dans le cimetière. Donc, c'est des choses qui sont régulièrement réouvertes afin d'y déposer des nouveaux corps. Donc, jusqu'à maintenant, les corps qu'on a découverts à l'intérieur des sarcophages sont systématiquement datés du XIe siècle, qui est la dernière phase d'inhumation. Celui-là étant pris sous l'effondrement d'un mur qui, pour l'instant, est daté de l'époque médiévale, on a bon espoir, pour une fois, de trouver le premier occupant de ce type de structure. Il faut savoir que on ne pense pas trouver autre chose qu'un squelette. C'est-à-dire qu'à cette période-là, le fait de pouvoir se payer, s'offrir un sarcophage en pierre, même s'il y a des carrières de pierre de Savonnières pas très loin, c'est quand même pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc le prestige va résider dans le fait d'avoir ce sarcophage en pierre et dans son emplacement. Là, il est dans ce bâtiment mérovingien, pour l'instant qui est peut-être notre premier lieu de culte, et pour l'instant c'est le sol. Donc son emplacement et le fait qu'il soit enterré dans un cercueil de pierre va suffire à marquer son prestige. Il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter en mettant des objets en plus. Donc il est très probable qu'on ne trouve que un squelette. Voilà, mais nous, ça nous intéresse quand même. Mais voilà,
on pense ne pas avoir d'autres choses avec. Après, Saint-Dizier, ça a toujours quand même été globalement une série de surprises. Hein, on ne s'attendait pas à trouver 2 états de la villa, on ne s'attendait pas à retrouver une nouvelle tombe d'élite à 25 mètres des premières tombes d'élite fouillées par Marie-Cécile Truc en 2001. On ne s'attendait pas à trouver une église. En plus, nous, on en a 3 états. Donc, moi, je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas d'objet dans les tombes, on n'aura que le cercueil, on n'aura que le corps. Après, ça reste ouvert. Oui. Non, là aussi, c'est dans les couches romaines. Et ça, c'est un signe justement de luxe. En fait, alors, je ne sais pas si ce sont des huîtres d'eau douce ou d'eau salée, parce qu'à l'époque, il y avait des huîtres d'eau douce aussi. Mais ce qu'on constate, c'est que ce genre d'animaux, on les trouve, on les consomme sur des sites plutôt aisés, parce que ça a l'air d'être assez cher, assez recherché. Alors oui, après, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pareil, c'est un reste qui se conserve assez mal. D'ailleurs, le morceau qu'on a trouvé, on a eu beaucoup de mal à le conserver, parce que ça s'effrite en fait dans toutes les petites couches successives que l'huître a formées pendant sa vie se délite. Alors en principe, pareil pour le sarcophage, logiquement, son ouverture sera filmée. Elle sera privée, mais elle sera filmée. Hein, vous pourrez assister à l'événement. Et c'est pareil, on a beaucoup travaillé sur l'effondrement, on a mis beaucoup de temps à le sortir. Vous l'avez vu aujourd'hui, mais vous avez vu que le haut du couvercle. Donc il y a encore un gros travail de nettoyage tout autour du sarcophage, un travail d'enregistrement en dessin, en photographie, avant de réussir à l'ouvrir. Donc on est comme vous, on ronge notre frein, mais c'est pas pour les 2 jours à venir. Il va encore falloir un petit peu de travail avant de pouvoir l'ouvrir et découvrir ce qu'il recèle. Et surtout de quelle datation il est. En tout cas, déjà, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il est plus gros. Hein. 2,12 m, c'est ça, d'après les témoignages directs. Donc il a l'air volumineux. Et avec un très gros couvercle. On en a eu pour l'instant je vous ai dit, on a eu un peu plus d'une dizaine. On n'en a eu qu'un seul avec un couvercle, et le couvercle était beaucoup plus modeste, il n'était pas aussi massif. Donc on est sur un très gros sarcophage, très massif, très bien situé. Du coup, comme ça se sait, parce qu'on a dû le fouiller durant les portes ouvertes, on va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, à la fin de cette campagne, toute cette pièce soit absolument explorée. Donc il ne restera rien. Si dans la salle, il y a des gens qui sont passionnés du détecteur à métaux, sachez-le. C'est pas la peine de venir. Dis-moi, le tétricus en question, on avait des pièces de tétricus, c'est celui qui s'est proclamé empereur, qui s'est auto-proclamé. Parce qu'il y a plusieurs tétricus. Non, c'est le tétricus romain. C'est le tétricus de Rome. C'est pas celui qui, c'est pas l'imposteur. C'est pas bon. Non. Parce qu'on a trouvé un atelier monétaire en Haute-Marne, en fait, à Longchamp-les-Millières, mais de l'imposteur. Matigny-Courgoncourt aussi, il y a un faux monnayeur qui a été fouillé. Un atelier de faux monnayeurs romain qui a été fouillé par un collègue. Et vous faites comment alors pour savoir la différence? J'en sais rien. Je vais être honnête avec vous. La numismatique ne m'intéresse que moyennement, et donc je ne sais pas du tout comment on fait pour. Enfin, je pense que c'est des. Je pense que ça doit se voir immédiatement pour un spécialiste. Je ne sais pas s'il y en a parmi les étudiants, là, mais non, moi je ne sais pas C'est faire. dans les recherches documentaires qu'on a trouvé. Ah, d'accord. Oui. C'est vrai qu'à partir du IIIe siècle, c'est un beau bazar. Ouais.
la production monétaire, il y a les ateliers officiels, mais après, il y a pas mal de faux monnayeurs, ce qui est assez amusant en fait. Mais ici, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'échanges. Est-ce que c'est lié? Ah non, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a plus de monnaie du IIIe siècle qu'il y a plus d'activité monétaire, c'est simplement que les monnaies valent beaucoup moins. Il en faut beaucoup plus pour payer. C'est comme quand il y a de l'inflation en Allemagne, quand ils allaient avec une brouette de billets pour acheter du pain. C'est un peu la même chose. Oui. C'est la première année que je viens, sur bête, je sais pas. En fait, d'après ce que je comprends, le site, c'est le premier Saint-Dizier. C'est la première occupation de Saint-Dizier. Comment on explique le fait que ça a été abandonné par On n'a pas de certitude, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que grâce à tout ce travail de chronologie que l'on a fait, qui est la première étape, mais nécessaire, fastidieuse, mais nécessaire pour reconstituer un scénario historique fiable. Aussi bien les fouilles du village proprement dit, qui ont été faites en 93 sous les magasins, que les tombes montrent que tout s'arrête au cours du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Il n'y a plus d'objets qui dépassent le XIIIe siècle. Donc le village est abandonné à cette époque-là. Or, cette période coïncide avec celle où les seigneurs de Moëlin prennent la décision de créer une ville nouvelle à l'emplacement de Saint-Dizier. En gros, la ville historique, c'est au niveau des remparts et du château, enfin de la sous-préfecture. Voilà. Et on a quelques manuscrits, quelques textes qui évoquent cet événement. Et l'on sait que donc il y avait déjà des paroisses qui existaient. Donc on a la paroisse d'Olona, où il y avait un lieu de vie antique et alto-médiéval qui correspond au quartier de la Noue. On imagine mal que les seigneurs se soient installés aussi sur un terrain vierge, donc il va y avoir peut-être aussi une occupation humaine autour de Notre-Dame. Et puis il est mention également d'un point de peuplement nommé Gigny, qui se trouvait de l'autre côté de la Marne et qu'il a fallu déplacer. Donc on peut supposer que l'occupation médiévale que l'on fouille correspond au premier Gigny avant qu'il soit déplacé sur l'autre rive de la Marne. Alors après, les habitants, on ne sait pas s'ils sont partis volontairement ou on leur a forcé la main. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à ça qu'on peut fouiller ce secteur, et c'est pour ça, a priori, que tout le village est abandonné brutalement. Voilà. On a je crois que la tombe la plus récente que l'on ait, j'ai retrouvé ça justement pendant l'année blanche là, en regardant, c'est la tombe d'un bébé qui est enterré dans les couches de démolition d'église. C'est un bébé du XIIIe siècle, d'abandon ou d'effondrement, quoi. Et donc ça c'est amusant, touchant, on va dire, apparemment. Quelqu'un a tenu à inhumer son bébé dans le village quasi abandonné. Et donc voilà, c'est l'hypothèse actuelle. On suppose qu'il s'agit du premier Gigny, mais tous les habitants de Saint-Dizier, de la ville nouvelle Saint-Dizier, ne viennent pas d'ici. Donc il y a d'autres points de peuplement qui sont Olona et puis probablement aussi sous Notre-Dame. En tout cas, c'est une des parties. Et c'est une chance que l'on a parce que le fait que ce village soit brutalement abandonné nous donne accès à l'intégralité d'un village français, ce qui est impossible ailleurs. En fait, on peut fouiller un village, voir à quoi ça ressemble, parce que des choses comme ça, c'est signalé sous tous les villages actuels. Dès qu'on fait un trou dans une église, on tombe sur les sarcophages. Et voir des vestiges antiques. Voilà, et sous les sarcophages, il y a des murs romains, et on ne comprend pas ce qui se passe. Là, en fait, on a la possibilité d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comment un village se constitue. Parce que le fait de vivre en village, ça n'est pas ancestral, hein. C'est pas un mode de vie qui est apparu avec Homo sapiens, loin de là. C'est une invention médiévale. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on y pense, c'est assez curieux. Les paysans qui exploitent un terroir décident tout d'un coup, petit à petit, de coller leurs fermes les unes contre les autres, donc de se déplacer tous les matins pour aller travailler dans les champs, dans les bois ou dans les pâturages, et d'habiter près de leurs morts et près de leur lieu de culte. À l'époque romaine, ce n'est pas du tout la règle.
À l'époque romaine, la règle, c'est des fermes isolées, c'est-à-dire que vous avez un domaine, des champs, des troupeaux, des forêts, et vous mettez votre ferme familiale autour. Vous êtes seul. Quand vous devez aller rendre hommage à vos dieux, vous devez faire plusieurs kilomètres pour aller au temple. Quand vous voulez aller rendre hommage à vos morts, vous devez faire plusieurs kilomètres pour aller à la nécropole qui est encore ailleurs. Tout est découpé comme ça. Et au Moyen-Âge, petit à petit, ce mode de vie villageois apparaît. Donc là, c'est une bonne occasion d'essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Oui. Pardon ? Alors, le village existe chez les Germains, mais il n'y a pas les lieux de culte, il n'y a pas les morts avec. C'est vrai qu'il y a des maisons alignées, un peu comme au néolithique, où on voit qu'il y a une espèce de cellule familiale agglomérée, les unes avec les autres, mais c'est pas, on ne peut pas parler de village comme le mot village apparaît dans les archives européennes au XIIe siècle à peu près. Le modèle germanique dont vous parlez, on ne sait pas comment ils se nommaient eux-mêmes. Et puis, ça ne correspond pas au village tel qu'on l'entend au XIIe siècle. Il n'y a pas le lieu de culte, ni la nécropole. Les morts et le lieu de culte ne sont pas là. Ils sont encore ailleurs. Donc c'est encore autre chose. C'est une véritable invention médiévale. La quantité, vous voulez dire ? Par génération, ça c'est un travail qu'on n'a pas encore réalisé, qu'on aimerait réaliser bientôt. Mais pour faire ce travail-là, il faut avant travailler sur la chronologie pour voir à quelle période vont appartenir chaque personne. Pour ça, il faut avoir travaillé sur le plan, pour ça, il faut avoir fait des C14. Donc, et comme tous les ans, on ressort des nouveaux squelettes, on y travaille encore. Pour l'instant, il semblerait, au vu des C14, des datations radiocarbone, qu'on a un petit peu une explosion de personnes autour du 10e, 11e siècle. Quand elle parle d'explosion de personnes, ce n'est pas des gens qui explosent. Hein. D'une explosion de présence de personnes. On a beaucoup plus de personnes, visiblement, au 11e siècle. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. C'est un peu compliqué. On voit ce plan-là. Vous voyez que le vert clair domine. Enfin, le bleu foncé, c'est celles qui ne sont pas datées, mais on voit qu'entre le rouge, le bleu ciel et le vert clair, c'est le vert clair qui domine. Donc celles du 10e, 12e siècle. Et elles sont partout. Elles sont dans le cimetière paroissial, sur le plateau. Elles sont dans l'emprise de l'église. Elles sont dans la pente. Elles sont partout. Alors, pas sur l'emplacement du McDo. Non. Le contournement. Non. Il y en a aussi vers les fonds de cabane. Alors, c'est pas sous le McDo, c'est vers le Burger King. On va se situer comme ça. Hein. On va faire tous les fast-food du coin. Il y a quelques sépultures isolées parmi un secteur de travail artisanal où il y a plein de petites cabanes que l'on attribue au tissage. Il y a quelques sépultures isolées. Et on en a aussi au niveau du contournement, où pareil, il y a des traces d'habitat et des fonds de cabane, et on en a retrouvé quelques-unes. Mais il faut savoir qu'il y a une période de flottement, c'est-à-dire qu'au 6e, 7e siècle, les funérailles relèvent de la sphère privée. Ils sont déjà probablement chrétiens, mais l'Église n'impose pas de règles par rapport à l'inhumation. La famille fait comme elle veut. Et souvent, on a des cimetières qui s'étalent spatialement. Les gens se mettent les uns à côté des autres. On se regroupe globalement par famille, par groupe social. À partir du 8e, 9e siècle, l'Église commence à imposer que toute personne chrétienne doive se faire enterrer dans les cimetières des églises qui sont en train de s'implanter. On va avoir des églises beaucoup en milieu urbain, en milieu rural. On va peut-être avoir les petites chapelles comme on a probablement sur le site. Et à partir du Xe siècle, le réseau paroissial, il est carré. Il y a un maillage d'églises partout en milieu rural.
Mais donc dans cette période du 7e, 8e, 9e siècle, les gens vont soit continuer à se faire enterrer dans les cimetières mérovingiens, soit commencer à se faire enterrer dans les églises qui commencent à s'installer, soit continuer à se faire enterrer derrière la maison, au fond du jardin, le long du fossé qui sépare le domaine, le long des routes. On a aussi des nécropoles qui se développent le long des routes, qui apparaissent dans ces périodes-là, qui sont des fois d'une dizaine de tombes, qui peuvent atteindre une soixantaine de tombes. Et c'est voilà, c'est une période un petit peu de flottement. C'est pas des tombes d'exclusion. On n'a pas de marque d'exclusion. On n'a pas de personnes qui affichent des conditions de vie très particulières où on pourrait croire que c'est des exclus. C'est des choix qui relèvent plus de l'individu et qui ne sont pas encore contraints par l'Église. À partir voilà, du Xe siècle, si vous trouvez une tombe en dehors du cimetière paroissial, là on commence à être sur plutôt des tombes d'exclusion. Voilà, si on n'est plus enterré dans le cimetière à partir du Xe siècle, c'est assez rare. Alors pas dans la maison, non. On ne se faisait pas du tout enterrer dans les maisons. Au mieux, oui, j'ai vu souvent, quand il y a une occupation un petit peu longue d'un habitat, on se fait souvent enterrer aux marges de cet habitat. Il bouge un petit peu, c'est reconstruit, et souvent on va plutôt enterrer dans des endroits où on ne vit pas forcément. Voilà, des endroits un petit peu abandonnés. Sur d'autres sites, notamment à Pont-sur-Seine, on avait la maison d'habitation, on avait un petit fossé qui semblait un peu délimiter cet espace domestique, et on a eu 5-6 tombes, plutôt de jeunes d'individus matures, et une femme, je crois, et ils sont enterrés dans ce fossé de délimitation et juste derrière. Donc voilà, là c'est le seul site où j'ai vu une proximité vraiment avec un habitat contemporain. Sinon, on va plutôt enterrer ses morts le long de la route ou un petit peu éloigné de sa maison. Mais voilà, c'est pas un signe d'exclusion. Mais par contre, on ne va pas mettre son mort dans l'habitat. C'est vrai que par rapport aux Gallo-Romains, les Gallo-Romains, on ne doit pas mélanger les morts et les vivants. Donc ils ont tendance à éloigner les morts des cités ou même des domaines des villas. Vous n'aurez jamais un mort romain dans la villa. C'est pour ça qu'on ne s'attend pas du tout à trouver de morts romains. Les médiévaux ont tendance à rapprocher les morts du village ou les morts de l'occupation de la ferme. Voilà. Mais pas jusqu'à à les enterrer jusque dans les maisons. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas une seule tombe antique gallo-romaine. Une seule. Ah oui, pendant 400 ans. Mais comme dit Stéphanie, en fait, tout ça est très très séparé. Et donc, les sépultures de ces gens-là... on ne les aura pas sur l'emprise de la foule. C'est peu probable qu'on les trouve sur les 10 000 hectares dont on dispose. 10 000 mètres carrés. 10 000 hectares, ça aurait pu marcher, mais 1000 mètres carrés. Oui. En date d'aujourd'hui, en fonction des découvertes que vous avez faites, peut-être d'expériences similaires à d'autres sites, vous estimez, alors encore une fois, à date d'aujourd'hui, je sais que vous faites évoluer, à combien de campagnes encore de prospection et quelle garantie, si ça existe, de financement pour mener ces campagnes? Alors, quand on a commencé, on s'était dit 10 ans. 10 ans, voilà, 10 ans, c'est un gros maximum. Dans 10 ans, on aura tout sorti. Bon, ben voilà, on en est à la 10e campagne. On est très très loin d'avoir tout sorti. On a fouillé 1600 mètres carrés sur les 10 000. Après, on a volontairement attaqué par les zones les plus denses. On sait très bien que moi, pour le funéraire, quand je commencerai à attaquer les tombes dans la pente, il n'y a qu'un niveau de tombe. À cet endroit-là, par endroit, on a 6, parfois 7 niveaux de sépulture les uns au-dessus des autres. Parce qu'on est dans le cimetière paroissial. Un cimetière paroissial, c'est un cimetière qui est consacré et que les textes veulent que ça soit limité
en général 60 pas autour de l'église. Donc on savait très bien qu'on attaquait là par la zone la plus dense, c'est pour ça qu'on attaquait par là. Quand on arrive là, on commence à amorcer la pente, on n'a qu'un niveau de sépulture. Donc là, on décape, on ouvre, normalement en une année, c'est plié. Normalement. Ah. Normalement, en une année, c'est plié. Donc, il nous reste encore un peu de travail sur cette zone-là. C'est pour ça qu'on s'y concentre. Dès qu'on ouvrira dans la pente, il y aura moins de campagnes consacrées. Pour ce qui est du financement, tant que les 3 financeurs principaux nous soutiennent, à savoir la ville, pour la plus grosse partie, le service régional de l'archéologie, pour une partie non négligeable, et l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui soutient la fouille sous forme de jours. On nous donne des jours à Raphaël et à moi pour faire ce travail. On ne le fait pas sur notre temps personnel, c'est des jours de recherche. Tant que les 3 soutiendront, on continuera. Pour l'instant, que ce soit la municipalité ou que ce soit la ville de Saint-Dizier, on semble parti pour maintenir un soutien financier. Donc, on peut continuer encore quelques années. Vous estimez le nombre d'années encore nécessaires? Là, je ne m'avancerai pas. C'est pareil, on avait estimé au départ, le diagnostic avait estimé à 500 tombes, 400, excusez-moi. On avait estimé qu'on aurait 400 tombes sur l'emprise. Donc là, on en a déjà fouillé 809 et on est loin d'avoir tout fouillé. Donc, voilà. Je ne peux pas m'avancer. Nous, tant qu'on aura le soutien financier, nous, on va aller jusqu'au bout. Donc, on est encore là pour quelques années. Vous dire combien de temps, on ne sait pas. En fait, on a envie de tout explorer parce que on a envie d'avoir l'intégralité du cimetière pour pouvoir proposer des évolutions démographiques fiables, un état sanitaire d'une population la plus exhaustive possible. Et puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est parce qu'on sait que, par exemple, là où étaient les chapiteaux des portes ouvertes, à l'entrée, là, il y a une partie du village qui a échappé aux fouilles des années 90. Donc ça aussi, on voudrait le voir. On voudrait voir comment se connectent le cimetière et le village, comment ça se passe. On est en train de découvrir en ce moment des vestiges médiévaux en bas aussi. On a envie d'aller fouiller la cour de la villa parce qu'on a envie de voir les aménagements professionnels. Une villa, c'est avant tout un domaine agropastoral, un domaine économique. Et donc, on voudrait voir les installations. On voudrait aussi savoir si les Romains qui sont loin d'être bêtes n'avaient pas déjà exploité de manière industrielle, mais économique, le minerai de fer. Parce que pour l'instant, le minerai de fer, son exploitation commerciale est avérée au 8e siècle, pas avant. On voudrait aussi voir si dans la cour de la villa, on ne trouve pas des habitations de tous les ouvriers agricoles, que l'on soupçonne être les ancêtres des habitants du village, etc., etc. Donc plus on aura d'informations, plus on pourra reconstituer un scénario fiable de ces 1200 ans d'histoire. Donc ce serait bête de s'en priver, quoi. Après, voilà. La pente est difficile. On a envie de fouiller très longtemps. Après, le fait qu'il y ait la pente va nous bloquer un peu quand on sera en déambulateur. Oui. Vous êtes limité, le cimetière, vous savez s'il s'arrête très loin de là où vous avez votre limite à cause de la route, ou vous pensez que vous êtes vraiment... Alors, du côté de la route, c'est difficile à dire. Je pense pas forcément qu'il nous en manque beaucoup. Parce qu'on en... Voilà, je vous ai dit, normalement, c'est 60 pas autour de l'église. Bon, même si on sait qu'il y a une différence entre les textes et la réalité, on doit quand même pas être très très loin du bord. C'est difficile à dire. Je pense qu'une année, quand on aura du temps, on ira peut-être explorer le rond-point. Mais bon, avant, on va déjà se concentrer
sur notre surface. À l'ouest, le diagnostic réalisé en 2004 par Raphaël Durost nous a permis de voir qu'on a la limite ouest du cimetière. Elle n'est pas très très loin, hein. On est, je sais pas, une vingtaine de mètres de la limite ouest du cimetière. On connaît la limite est du cimetière grâce au diagnostic. Pareil, on a encore une vingtaine de mètres encore là, et on connaît la limite nord du cimetière. On pourrait un jour avoir les limites des trois quarts du cimetière. Et il nous manquera que la limite sud. Pour l'instant, je ne suis pas trop pour qu'on aille défoncer la route. Pour l'instant, on a encore du travail sur la surface et sur notre parcelle. Et on pourrait quand même avoir déjà 3 des 4 limites, ce qui en archéologie préventive n'arrive quasiment jamais. En archéologie préventive, comme on est limité par la zone qui est détruite, souvent on n'a que des petits fragments du cimetière. Surtout des cimetières mérovingiens qui s'étalent très très loin, ou des cimetières médiévaux qui sont très denses. On n'en a souvent qu'une petite partie, et là, pour une fois, on pourrait avoir une partie assez importante. Je dirais pas quasi intégrale, mais une très bonne partie du cimetière. Il y a un témoignage de l'abbé Fourreau, qui est un abbé bragard au XIXe siècle, qui signale que lorsque la route... c'est l'ancienne route de Joinville, l'ancienne route principale, une espèce de petite route qui passe devant le chantier le long de laquelle on se gare. Ils ont fait des travaux pour la rabaisser et ils sont tombés sur un sarcophage et quelques sépultures à cet endroit-là. Mais ça peut être, comme dit Stéphanie, ça peut être 1 ou 2 mètres de là où on est, hein, et pas plus loin. Ça serait surprenant. On te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Raphaël et Stéphanie pour ce riche exposé. Merci encore pour votre implication et le soin que vous mettez maintenant depuis quasiment plus de 10 ans sur ce chantier qui est plein de surprises. Merci à vous pour votre attention. Et pour le mot de la fin, moi ce que je retiens, c'est que plus que jamais vous avez montré que l'archéologie c'est un vrai travail d'équipe. Quand on voit le nombre de personnes qui sont impliquées, qui finalement, vous êtes les visages de la fouille, mais il y a aussi énormément de personnes qu'on voit derrière. Donc franchement, on peut remercier tous ces gens-là pour leur implication. Je ne vais pas redétailler, mais les fouilleurs aussi qui sont là, sont présents. Évidemment, pour nous, les partenaires principaux de la fouille, donc la ville de Saint-Dizier et l'INRAP, sans oublier le service régional de l'archéologie qui apporte son soutien et qui agit toujours avec bienveillance sur notamment le rendu des rapports. Un moment crucial. Et enfin, les Archéolona aussi qui s'impliquent toujours pour la valorisation du site et qui répondent toujours présents. Et ces nombreux bénévoles, tiens encore à remercier. Et donc, vous avez compris, restez connectés pour l'ouverture du sarcophage. Donc, notamment, je pense que ça passera très certainement par les réseaux sociaux. Où on aura les infos, tous les éléments qui seront montrés pour l'ouverture. Donc, on vous tiendra au courant. Pour prolonger la thématique archéologique, je vous rappelle qu'on a ouvert au musée de Saint-Dizier une exposition intitulée Trésors de fer, qui présente un dépôt métallique du milieu du IVe siècle, une découverte assez exceptionnelle qui a été faite à Roche-Béthincourt, donc un dépôt qui a été déposé au musée par la commune de Roche-Béthincourt. Et donc c'est vraiment des pièces, des outils et des ustensiles de cuisine. C'est exceptionnel pour une découverte assez exceptionnelle, parce qu'on c'est pas tous les jours qu'on trouve des énormes forces d'1,70 m de long, donc, ou d'autres, ou notamment un plat en plomb assez remarquable. Et également, donc, je vous donne aussi rendez-vous à partir du mois de septembre pour la reprise du cycle des conférences du jeudi. Donc, je ne peux pas encore vous dévoiler le programme, il est encore en construction, mais vous en saurez bien vite, assez tôt, donc en partenariat avec les archives départementales et Archéolona. Je vous souhaite une bonne soirée.